Nous sommes dimanche 22 décembre 2024. Bonjour ou bonsoir de partout où vous nous suivez dans le monde et soyez les bienvenus dans NIOD Forum, le rendez-vous hebdomadaire et incontournable de débat sur l'actualité socio-politique d'ici et d'ailleurs, mais toujours avec un lien à l'Afrique. Depuis sa position, Gilles Mawina Boko vous envoie ses salam alek et me laisse donc la main pour aujourd'hui. Vous connaissez le principe, vous avez la possibilité de nous rejoindre pour le débat dans la deuxième partie de cette émission en envoyant vos questions et vos avis sur le sujet du jour via le numéro WhatsApp plus 228 96 08 43 43. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont acté leur retrait de la CEDEAO, une décision qui sera effective en janvier 2025. Des experts pointent des erreurs stratégiques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comme l'usage de sanctions et de pressions économiques. Quels sont les enjeux après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO? Mais est-ce que, c'est la question principale, est-ce que ce divorce est réellement consommé? On en parle avec mes invités du jour, les invités de New World Forum de ce dimanche. Lui, Magloire Kemayu, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste président de l'association de la presse panafricaine APA, devenu désormais le club de l'information africaine. Un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Partagé. Et vous aurez en face pour le débat Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur et journaliste. Excellence, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour et bonjour à tous nos frères et sœurs téléspectateurs et bon dimanche. Merci d'être avec nous. Peut-être que j'ai inversé le protocole, mais je sais qu'on aime bien nourrir le suspense de savoir si oui ou non vous êtes avec nous sur le plateau. Non, je suis là, je suis là. En chair et en os. On est vieux, mais pas encore à terre, donc on est là. Et merci de partager avec nous tous les dimanches sur ce plateau vos connaissances, mais aussi toutes vos analyses sur les différents sujets. Et aujourd'hui, le sujet sur la table, c'est la CEDEAO et l'AES, divorce consommé. On va en parler et j'ouvre donc le débat avec vous, mais avant, permettez que je dise à nos téléspectateurs merci pour votre fidélité chaque dimanche. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement donc annoncé leur retrait de l'organisation régionale, une décision historique qui sera effective, je le disais, à partir de janvier 2025. Ces trois pays accusent l'institution de sanctions inhumaines et de son incapacité à les accompagner face à leurs défis sécuritaires. À ce stade, Louis Magloire, est-ce qu'on peut espérer une dernière chance de réconciliation, non pas par illusion, mais par pragmatisme? Par principe, je ne dis jamais, jamais, surtout dans les relations internationales, parce que prenez juste l'exemple du Maroc qui a quitté l'Union africaine à un certain moment, alors que c'est l'un des pays fondateurs de l'organisation. Il est parti, le divorce a duré pendant un certain temps, puis le Maroc est revenu. Je reste au sein de la CEDEAO pour citer l'exemple de la Mauritanie, qui est parti à un certain moment également par rapport aux mêmes raisons que le Maroc concernant l'Union africaine. C'est la question du Sahara occidental et qui aujourd'hui a effectué une demande pour rejoindre à nouveau la CEDEAO. La Tunisie veut rejoindre la CEDEAO, le Maroc veut rejoindre la CEDEAO. Donc, je pense que généralement dans ce genre de situation, il faut être plutôt prudent. La vérité, c'est que la CEDEAO aujourd'hui, telle qu'elle a été conçue par les pères fondateurs, déçoit. L'on s'attendait à avoir une CEDEAO des peuples, proche des préoccupations des populations, réaliste par rapport à la question des solidarités et par rapport à plein d'autres agendas sur lesquels il y a de réelles insatisfactions. On ne va pas dire autre chose que constater que la CEDEAO est par terre. Mais c'est pas parce qu'elle est par terre qu'on va l'achever. Il faut plutôt la consolider, il faut lui donner aujourd'hui un second souffle afin que l'outil d'intégration qu'il est joue son rôle à plein régime. On a vu au niveau de l'Afrique centrale que ça ne marche pas. Je ne cite pas l'exemple du Maghreb arabe où c'est complètement mort. Donc quand on a quelque chose qui a réussi et qu'on a l'impression que le bébé est mauvais, on ne le jette pas avec l'eau du bain. On essaie plutôt de le laver et de faire en sorte qu'il soit le plus beau bébé du monde et qu'il fasse la fierté à la fois de sa famille et de tous les siens. Donc voilà ce que je peux dire concernant la CEDEAO. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le divorce est consommé? Non. Enfin, non.
Parce que même ou du moins, si la pas base, encore. oui, même si la base peut paraître érodée et fragile, les fondamentaux sur lesquels la CEDEAO a été bâtie parlent encore, y compris aux ressortissants de l'AES. C'est un divorce pour le moment qui est idéologique par rapport à la présence de certaines puissances et par rapport à l'inféodation par rapport à certaines puissances. Mais tout cela, pour moi, ne constitue pas suffisamment d'éléments de divorce parce que nous faisons partie de la même famille. Quand vous fâchez avec votre père, vous ne quittez pas la famille. Oui, et même si vous la quittez, votre nom restera le même. En même le temps, même nom de famille. vous citiez le Maroc ou encore la Mauritanie hier. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Les contextes ne sont pas les mêmes, mais les résultats seront les mêmes. Vous voulez que je développe davantage? Oui. Nous sommes dans un contexte de panafricanisme. Regardez toutes les organisations d'intégration régionale. Si vous estimez que la CEDEAO ne remplit pas son rôle, est-ce que vous pensez que l'UEMOA fait mieux? Si vous estimez que la CEDEAO ne remplit pas son rôle, vous pensez que l'Union africaine, de façon générale, remplit parfaitement son rôle? Regardez au niveau de l'Union européenne. Elle est dans une situation de crise sans précédent. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Vous prenez les organisations de l'Amérique du Nord, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est pas l'entente parfaite non plus. Vous prenez l'Asie, c'est pas mieux entre le Japon, la Corée et les autres. Donc, les désaccords, il en existe et c'est normal. Nous sommes entre êtres humains. À un certain moment, on devra prendre acte de nos désaccords, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur les désaccords ou bien on cherche à améliorer la situation pour que tout le monde y trouve son compte? Je pense pour la deuxième solution, je pense qu'il faut plutôt travailler à améliorer les points de désaccord afin que ceux-ci deviennent des atomes crochus solides qui nous permettront d'avancer mieux. Entre partenaires d'une même institution, quand même l'entente n'est pas au rendez-vous, est-ce qu'il faut s'adapter ou mettre un point final? C'est la question principale. Excellence, qu'est-ce que vous en pensez dans le cas de l'AES et de la CEDEAO? Vous savez, demandez à n'importe quel architecte, même un simple maçon, quand un édifice est craquelé de partout, même les piliers porteurs sont craquelés, penchés. Quand l'architecte vient, on écrit à casser. On ne dit pas à reformer, à réparer, à faire ceci. La CEDEAO, même les piliers porteurs sont en train de s'effondrer. Quand aujourd'hui on nous demande si le divorce est consommé ou non, il faudrait à chaque fois qu'on revienne, pourquoi il y a eu divorce? Les pays du Sahel, conscients de leur situation géographique, n'ont pas intérêt à divorcer de la CEDEAO. Est-ce qu'une réforme proprement dite ne permettrait pas à tous les membres de rester et de continuer l'aventure ensemble? Madame, j'ai dit, c'est écrit à raser. Quand on va finir de raser, l'architecte vient, il établit un autre plan. Et on sait comment on va remettre l'édifice sur pied. Ici, c'est pas à raser. On invite des gens à venir dans des décombres avec 90% de chances de voir ces décombres s'effondrer sur eux. La CEDEAO, c'est des décombres. Et si vous ramenez l'AES, c'est juste pour que les décombres s'effondrent. Mais écoutez, quand le problème là s'est posé, on ne va pas, comme il a dit, l'expression, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y avait quand même des chefs d'État de la CEDEAO qui ont pu garder la tête sur le cou, qui ont dit non, mes amis, allons doucement, c'est nos frères. On ne peut pas déplacer un pays. Tu ne peux pas dire, ah, je n'aime pas le Mali, bon, on déplace le Mali, on coupe le territoire, on le jette quelque part dans l'Atlantique, il n'y a pas de Mali, il n'y a pas de Mali. On ne peut pas faire ça. Vous savez que ces pays sont là. C'est comme là où tu es dans le quartier, ton voisin, si tu as des problèmes avec lui, il vaut mieux aller doucement. Parce que le type, il est là, à côté de ta maison, il sera là, il est vivant, tu es vivant. Donc, il y a des chefs d'État africains de la CEDEAO qui ont dit non, écoutez, allons doucement, on a des frères. On a non, que c'est des traîtres. Ah oui, ceux qui ont prôné la conciliation, ceux qui ont dit allons doucement, ceux qui ont dit c'est nos frères, échangeons avec eux pour voir qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassurer. On a dit c'est des traîtres. On a dit c'est des traîtres, pourquoi? Parce que eux, ils refusent de recevoir les ordres de quelque part pour punir leurs frères. Quand un chef d'État
étrangers se poumonent, se tapent la poitrine comme King Kong. Tu as jamais vu le film King Kong? Il se tape la poitrine. Demain, je vais appeler le président tel, je vais lui dire qu'il faut sanctionner le Mali. Et le lendemain, aussitôt dit, aussitôt fait. Mais quand vous êtes dans une telle merde, vous réussissez à vous en sortir, on vient vous dire qu'il faut y retourner. Retourner faire quoi? La CEDEAO offrait quoi à ces pays? Les terroristes ont ensanglanté ces pays depuis 2014, on dit, mais bien avant ça d'ailleurs. La CEDEAO n'a jamais levé le petit doigt. Jamais. La CEDEAO était... écoutez quand les Sahéliens parlent. Même les armes pour aller faire la guerre aux terroristes, ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas les armes. Maintenant, ils demandent à acheter des armes. On dirait que nous, on ne vend pas les armes létales. Parce que nous, on a déjà donné ces armes aux terroristes contre vous. Donc, on n'a aucun intérêt à vous donner des armes létales pour combattre les terroristes. La CEDEAO était là, elle n'a rien dit. Justement, pour rappel, les pays de l'AES reprochent donc à l'organisation les sanctions inhumaines sur le plan économique et aussi l'inaction face à l'insécurité grandissante dans ces pays. Vous avez vous-même jugé sur ce plateau de précipité ou de radical ces sanctions. Ici, des années plus tard, est-ce que la tension n'a pas baissé entre l'AES et la CEDEAO? Ici, ce n'est pas des sanctions, c'est du banditisme. C'est du banditisme, c'est de la crapulerie. Mais aujourd'hui, on nous parle des peuples de la CEDEAO. Non, si vous quittez la CEDEAO, l'AES, il y aura tel, il faut penser au peuple. Est-ce que la CEDEAO a pensé au peuple malien, burkinabé et nigérien? Non. Ils ont dit, on va aller faire la guerre. La guerre, c'était pour tuer qui? Est-ce que vous avez déjà appris qu'on a inventé des balles? Quand elles sortent, elles cherchent seulement les militaires pour les tuer. Les balles tuent tout le monde. D'ailleurs, ils voulaient tuer le maximum de civils pour faire pression sur le gouvernement en place. Mais on a mobilisé 850 hommes avec leur nourriture et l'argent. Ils vont aller... Mais tu es sûr que 850 hommes, même les meilleurs commandos israéliens, même les meilleurs Spetsnaz russes, même les meilleurs soldats d'élite français ou je ne sais qui, 800 hommes vont aller prendre le Niger. Tu vois la caricature, tu vois l'inconscience, tu vois le caractère irréfléchi des gens qui nous dirigent. Donc, je dis ceci. Avant qu'on ne dise que l'AES doit revenir dans la CEDEAO, qu'on nous dise ce que l'AES gagne. Puisqu'elle était déjà là-bas, elle n'a rien gagné. Non seulement elle n'a rien gagné, ça a donné l'autorité à la CEDEAO de comploter contre eux, de s'allier à des forces étrangères pour pouvoir les étouffer. Maintenant, ils vont y retourner pour gagner quoi? Pour que l'édifice s'effondre sur eux? Non, sur le plan strictement pragmatique, je pense qu'il faut lire les choses comme elles sont. Nous sommes aujourd'hui face à des militaires qui estiment que, au-delà des sanctions et de toutes les raisons qu'ils ont données, qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a eu un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire, personne n'a bronché. Il y a eu un coup d'État militaire en Guinée-Conakry, le traitement n'a pas été le même que pour les pays de la CEDEAO, de l'AES actuelle. C'est peut-être tous ces éléments-là mis ensemble qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ont l'impression que il y a une partie de la CEDEAO qui est liguée contre une autre partie de la CEDEAO. Mais dans le fond, ce sont des problèmes conjoncturels. C'est-à-dire ce sont des problèmes d'hommes politiques et d'idéologie qui font qu'on estime qu'il y a un sentiment anti-français, comme certains le disent, mais moi je pense que ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un rejet de la politique française telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée en direction des pays africains. Il y a de l'autre côté cette volonté, je dirais, de lutter contre l'impérialisme, comme on l'appelait dans les années 60 et 70, qui fait que les puissances colonisatrices, les puissances occidentales n'ont plus la cote dans nos pays. Et la CEDEAO est considérée comme un proxy par ces militaires-là de l'AES par rapport à toutes les menaces extérieures. Et rester au sein de la CEDEAO, c'est risquer une opération militaire qui pourrait être organisée par la CEDEAO de façon tout à fait légale pour intervenir dans leur territoire. Et donc, pour éviter cela, ils sortent de la CEDEAO, ce qui obligerait la CEDEAO à être dans la position de lancer une guerre contre un pays qui ne fait pas partie de son organisation. Donc, stratégiquement, je peux comprendre que les pays de l'AES n'aient pas envie de retourner au sein de la CEDEAO. Mais
je peux parier tout ce que vous voulez qu'à terme, ces pays reviendront au sein de la CEDEAO et qu'on aura une CEDEAO encore plus forte. Aujourd'hui, on a un problème conjoncturel. Je ne peux pas le nier. La CEDEAO a échoué sur de nombreux plans. Elle est à restructurer, elle doit s'adapter à son temps, elle doit surtout être autonome sur le plan financier, et ce sont tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a un rejet des populations par moment, mais regardez quand la Cour de justice de la CEDEAO rend ses décisions. Elle satisfait à 90% les personnes qui ont déposé leur plainte, parce que les décisions sont unanimes. On arrive à dire, là sur les droits de l'homme, vous avez fauté. Même si l'État ne respecte pas, au moins le droit a été dit. Mais ici, on a l'impression que la justice n'est pas dite et que de l'autre côté, la solidarité à laquelle on s'attend, elle est à géométrie variable d'une part et d'autre part, elle est inefficace par moment concernant les résultats attendus. Au regard de votre analyse, avant que vous ne rebondissiez, les trois pays disent s'unir, renforcer leur unité pour contrer ce qu'ils perçoivent comme des ingérences extérieures. Mais à ce stade, pourquoi ne pas sérieusement s'asseoir et creuser l'abcès? Les puissances occidentales font-elles des interférences dans les affaires de la CEDEAO? Non, écoutez, il a parlé du 2 poids 2 mesures. Dans d'autres pays, il y a eu des coups d'État. Il n'y a rien eu et tout le monde est braqué contre l'AES. Mais ce que je voulais lui dire, on n'est pas braqué contre l'AES. On est braqué à cause des richesses de l'AES. Là où on se servait gratuitement l'or, on se servait gratuitement l'uranium, on se servait gratuitement le coton, on se servait tout gratuitement. En Guinée, il n'y avait pas ce gratuitement-là. En chose, il n'y avait pas ce gratuitement. Donc aujourd'hui, ceux qui se servaient gratuitement mettent en branle tous leurs moyens pour récupérer leur poule aux œufs d'or perdus. Ce qui est choquant, c'est que qu'aujourd'hui, le destin de la race noire se joue dans l'AES. Pour une fois dans l'histoire humaine, il y a des Noirs qui ont un pays et ils disent nous voulons être souverains. Haïti a essayé en 1803, ils ont été les premiers à prendre l'indépendance. Vous avez vu comment on leur a cassé les reins jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas que Haïti réussisse pour servir de modèle. Aujourd'hui, le même chemin. On ne veut pas que l'AES réussisse pour attirer d'autres herbivores, c'est comme ça qu'on les appelle, les herbivores. Maintenant il y a un nouveau nom, les Mamadou. Voilà. Et pour attirer d'autres herbivores et d'autres Mamadou à prendre leur indépendance. Donc tant que les richesses du sous-sol de ces pays de l'AE sont convoitées, il n'y aura aucun jugement rationnel. Est-ce que vous insinuez que le problème est ailleurs? Est-ce qu'il y a un conflit par procuration dans le Sahel? C'est pire que procuration. La CEDEAO est aujourd'hui le sicaire, le porte-flingue des puissances extérieures pour mettre le Sahel à genoux. Pas autant, docteur. Non, attends. Disons qu'il y a des pays. Je n'ai jamais interrompu ton raisonnement. La CEDEAO, certains pays, sur ce point je suis d'accord avec toi, certains pays de la CEDEAO sont devenus de véritables porte-flingues des puissances extérieures pour mettre l'AES à genoux. Ça ne peut pas marcher. Si, au départ, les chefs d'État de la CEDEAO, que le bon sens de dire, écoutez, allons doucement, mais si tout le monde avait eu la même attitude, nous tous aussi, on aurait dit non, AES, vous aussi n'exagérez pas. Et les autres, ils vous ont ménagé parce que nous sommes des frères. Retournez, asseyez-vous avec eux pour régler les problèmes. Mais je vous dis et je répète que ceux qui ont pris cette voie de la conciliation ont été considérés comme des traîtres. Maintenant, la mode, c'est quoi? On court à Paris, on se fait décorer, on court à Paris, on se fait écouter la musique, tu vois des Blancs qui singent comme autant d'animation populaire au Togo et qui dansent pour faire plaisir à un chef nègre qui est sensible à ces nègreries-là. Mais comment tu veux qu'un homme de l'AES qui voit ces scènes minables, déplorables, pitoyables, veuille retourner dans l'enclos avec ces mêmes personnes? Pourquoi?
la tension était bel et bien palpable au début, des années plus tard, plus de 4 ans par exemple au Mali. Est-ce que la situation est toujours aussi tendue? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un peu d'eau dans le vin au point de pouvoir ramener ces 3 pays au sein de l'organisation? Personne n'a mis de l'eau dans son vin. Je vais te rappeler quelque chose, peut-être ça t'échappe. À Tinzaouaten, là où on a tué dans une embuscade, sinon dans un combat normal, les soldats maliens, ils n'ont peur de personne. Et ils l'ont prouvé, ils le prouvent tous les jours. Dans une embuscade traîtresse, avec l'aide d'un pays, du pays des génocidaires, je parle de l'Ukraine, où le propre président veut génocider son peuple. Donc, le génocidaire ukrainien a envoyé de l'aide à Tinzaouaten et on a réussi à tuer des soldats maliens et leurs conseillers russes. Mais est-ce que tu sais qu'à Tinzaouaten, ceux qui ont été tués, ce n'est pas seulement les Touaregs, ce n'est pas seulement les gens de MNLA. Il y avait pratiquement les ressortissants de tous les pays guerriers qui veulent mettre l'AES à genoux. Je ne veux pas les citer. Pour qu'on dise encore, il exagère. Je n'exagère rien. Donc, vous envoyez... si à Tinzaouaten, l'armée malienne avait été défaite, mais ces gens-là, ils auraient déjà marché sur Bamako, Niamey et Ouaga. Alors, ces gens-là, dis-moi en quoi la CEDEAO a changé son attitude guerrière pour que les gens de l'AES soient tentés de retourner parler à leurs frères. La seule chose que la CEDEAO a fait aujourd'hui, c'est d'ouvrir des bases militaires partout, autour du Niger, d'ouvrir des bases partout, autour du Mali, des bases militaires partout, autour du Burkina. C'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Comment voulez-vous rassurer les gens avec qui vous voulez vous réconcilier en mettant des bases à leurs frontières et les bases de leurs pires ennemis qui ne rêvent que de les défaire pour pouvoir continuer à les exploiter, à les appauvrir, pour pouvoir leur coller le tampon, l'estampille de pays les plus pauvres du monde, alors qu'en réalité, ils étaient les plus riches. Imagine, Charlotte, mais imagine que le Burkina, que nous tous, on prenait pour un pays, excusez-moi le terme, misérable. Le Burkina, le capitaine Traoré, a payé les dettes du Burkina. 4 milliards 790 millions de dollars. Je parle de dollars, je ne parle pas de tes pauvres CFA qu'on frappe dans la brousse quelque part pour t'amener. Mais comment un pays qu'on considérait comme le plus pauvre a été capable d'une telle prouesse? Quel pays de la CEDEAO, puisqu'ils disent qu'ils sont les meilleurs, ils sont en décollage, c'est quoi le terme maintenant, les pays en quoi, ceux qui, émergence, voilà, c'est des pays émergents, mais vous êtes immersés dans vos dettes, les dettes ont couvert jusqu'à votre tête, et vous voulez nous convaincre que vous êtes des pays émergents. Ça a été un exploit du Burkina Faso. On va revenir sur la situation, la vie économique même de chacun de ces États, mais à l'exemple de Tinzaouaten que vous avez cité, est-ce des situations aujourd'hui qui ont envenimé le débat au point de faire blocus au dialogue? Mais attends, Charlotte, mais c'est des gens qui meurent. C'est des gens qui meurent. Tu ne peux pas enterrer quelqu'un il y a un mois et puis tu vas dire non, j'ai oublié, bon, il n'y a pas de problème, je vais marcher sur son cadavre pour aller négocier avec celui qui l'a tué. Mais les gens de l'AES ont tout intérêt à défendre leur pays, à défendre leur population et à défendre leur richesse qui leur attire autant d'animosité. C'est leur richesse qui attire l'animosité. Aujourd'hui, pendant que la CEDEAO fait semblant de négocier, en même temps, elle brandit le bâton. Ah non, s'ils ne viennent pas, d'abord il y a un petit malheureux là, on ne va pas reconnaître les cartes d'identité du Mali, il y a d'autres... la dernière fois j'ai vu quelqu'un, je ne sais même pas s'il a fini sa classe de CP1, il dit, les pays du Sahel, leur PIB est minable, ça ne représente rien par rapport à tel autre pays. J'ai dit, mais il est allé à l'école où? Non, ce ne sont pas les critères d'appréciation d'ailleurs. Non. Et puis, j'ai dit, il est allé à l'école où? Comment on envoie des gens aussi nuls parler alors dans un contexte où on dit qu'on veut la réconciliation? On envoie un zozo qui raconte des conneries comme ça et il y a des tarés France-africains qui applaudissent. Donc, la CEDEAO ne fait rien pour réduire la méfiance
des gens de l'AES. Justement, absolument rien. Que, véritablement, au fond, la CEDEAO est restée toujours inactive. La CEDEAO qui s'est réunie le dimanche 15 décembre dernier. Et pour dire, au regard de vos analyses, qu'est-ce qui aujourd'hui favorise cette croissance de méfiance vis-à-vis de l'organisation? Non, on ne peut pas dire que la CEDEAO ne fait rien. D'une part, il y a 2 émissaires qui ont été nommés et qui sont en charge d'assurer de maintenir le dialogue avec les pays de l'AES. Ce sont le Togo et le Sénégal. Donc, de ce point de vue, il y a déjà une volonté de rester en dialogue permanent. Et les 2 pays, d'ailleurs, ont présenté leur rapport lors du sommet dernier. Absolument. Donc, il y a déjà cela qui est un fait réel, qui montre la volonté de la CEDEAO de continuer de dialoguer. D'autre part, on a les populations. Excellence le disait avec beaucoup de pertinence. Quand les balles sont tirées, elles ne choisissent pas leurs victimes. Elles font des dégâts dans toutes les communautés. Or, nous sommes dans une communauté au sein de la CEDEAO qui est très intégrée. C'est-à-dire que vous avez un tel mélange, un tel melting pot au niveau des pays que vous ne pouvez pas distinguer au Sénégal les ressortissants guinéens ou au Togo les ressortissants burkinabés et ainsi de suite. Donc, quand on est dans un contexte comme celui-là, les menaces sont collectives et les solutions aussi doivent être collectives. Je voudrais bien qu'à 3, les pays de l'AES soient plus forts que la CEDEAO, mais je pense que la loi du nombre plaide pour que l'on soit encore plus nombreux pour faire face à toutes ces menaces-là. Aujourd'hui, la menace la plus visible, c'est le terrorisme, mais de l'autre côté, la situation économique n'est pas aussi reluisante qu'on peut le croire. Donc c'est aussi une menace. Le taux de chômage des jeunes, quand vous regardez tous ceux qui traversent la Méditerranée aujourd'hui, souvent au péril de leur vie, ils viennent souvent des pays de la CEDEAO. Donc il y a un véritable problème de ce point de vue. Il faut répondre à ces questions. De l'autre côté, vous avez aussi le fait que collectivement, si nous devons préserver notre indépendance, notre souveraineté contre les impérialismes, je ne suis pas sûr, au regard de ce qui s'est passé à Haïti, que les pays pris individuellement sont plus forts que les entreprises multinationales et les pays qu'ils représentent. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable pour tout le monde que l'union se fasse au sein de la CEDEAO et que ces pays-là, pris collectivement, deviennent plus forts pour défendre leurs richesses, pour partager leurs richesses également et pour grandir sur la scène internationale, apporter des réponses concrètes aux problèmes économiques, aux problèmes de consommation de drogue également. Vous avez des inquiétudes ou des réserves quant aux impacts de ce retrait sur la situation économique des pays membres de l'AES? À la fois sur la situation économique, mais aussi sur la diversification des partenariats, parce que ce que la CEDEAO dit, libre circulation des biens et des personnes, ce n'est pas remis en cause par les pays de l'AES. Ils ont validé cela. Ils disent que les ressortissants de la CEDEAO pourront venir sans visa. Et c'est le même discours qui est tenu au sein de la CEDEAO. Donc, il y a une base d'accord. Maintenant, sur le plan idéologique, quand ils veulent diversifier les partenariats, l'Afrique est aujourd'hui sur le point de... L'Afrique est déjà un carrefour diplomatique. Tout le monde se bouscule à nos portes pour être partenaire. Il n'y a qu'à regarder le nombre de sommets Afrique-Chine, Afrique-Turquie et autres qui sont organisés. Tout le monde vient en Afrique. Et les Africains ne refusent pas cela. Ces sommets sont remplis en termes de participation. Souvent, il y a beaucoup plus de chefs d'État aux discussions entre l'Afrique et leurs partenaires extérieurs qu'au sommet de l'Union africaine. C'est peut-être une honte, mais c'est un fait également, surtout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au regard de tout cela, il faudrait que les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO qui sont restés au sein de l'organisation trouvent un terrain d'entente pour dire nous sommes pour notre souveraineté nationale, nous sommes pour le partage des richesses, nous sommes pour la solidarité au sein de l'espace, mais une solidarité productive. Une solidarité qui ne fait pas la part, qui ne fait pas le 2 poids 2 mesures, et quelque chose qui va faire grandir la jeunesse, qui va faire qu'aujourd'hui, les jeunes comprennent qu'ils sont au sein d'un espace intégré qui est là pour les défendre et pour les accompagner dans leur vie. Tant qu'on n'a pas tout cela, on a les motifs d'insatisfaction qui ont permis que l'AES... En clair, une alliance, l'AES comme l'AES, membre de la CEDEAO. Mais le Conseil de l'Entente, est-ce que leurs ressortissants ne font pas partie de la CEDEAO? Écoutez, il parle des richesses. C'est vrai. Nos pays ont assez de richesses pour que nos jeunes ne se fassent pas manger dans la Méditerranée par des requins. Pour que nos jeunes ne se fassent pas vendre en Algérie et en Tunisie et en Libye comme des moutons. Nous avons assez de richesses. Et le seul crime aujourd'hui des pays du Sahel, c'est d'avoir dit on veut contrôler nos richesses. Donc la CEDEAO se réunit, complote
pour que les richesses des pays de l'AES retombent dans des mains coloniales. Comment on peut comprendre ça? Qui peut comprendre ça? Leur seul objectif, ramener les pays-là dans le giron des exploiteurs de tous les jours, pour que l'or du Mali, Burkina, Niger, le pétrole du Niger, l'uranium repartent dans les mêmes poches où elles allaient depuis plus de 60 ans, pour qu'on ait le plaisir de décrire ces pays comme les pays les plus pauvres du monde. Juste pour ce plaisir. Donc la CEDEAO ne se rend aucun service, parce que les gens de l'AES n'ont jamais rien dit ou fait qui nuisent aux intérêts économiques de la CEDEAO. Ils n'ont jamais fait ça. Mais si ces pays qui se réunissent, on s'est réunis à Abuja, si le système que l'AES dénonce est aussi bon que ça pour eux, mais que le Nigeria aille demander à la France de lui frapper sa monnaie. Que ses réserves soient laissées à la Banque de France. Le Nigeria, c'est un très grand pays, très puissant, très riche. C'est la première économie du continent. La première économie du continent. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils veulent aider à attraper les francophones pour les ramener dans l'enclos de l'esclavage? Pourquoi? Qui peut nous expliquer ça? Qui peut nous expliquer que des pays francophones disent nous voulons être maîtres de nos biens et que cela soit considéré comme un crime de lèse-majesté, parce que justement depuis qu'ils sont partis, il y a des économies qui tombent en miettes. Avoir une monnaie de l'AES, ce sera l'une des conséquences de ce divorce? Non, il faut la monnaie. J'ai entendu une autre blague depuis 2 ou 3 jours où la CEDEAO lance un appel de machin, de quoi, de leur monnaie. Éco. L'éco, on sait qui a fait l'éco. On sait qu'il y a eu 2 chefs d'État qui se sont réunis à Abidjan pour décider l'éco. Ce n'est pas démocratique. C'est eux qui ont la démocratie à la bouche, les droits de l'homme à la bouche, mais c'est eux qui tordent le cou aux droits élémentaires des peuples. Alors, on dit, on va faire écho. Mais l'AES ne peut pas retourner dans la deuxième prison. La deuxième prison, c'est la monnaie. L'AES ne peut pas retourner dedans. Mais l'AES, les gens, ils sont censés, ils savent ce qu'ils font. Ils sont là tranquilles, ils n'ont jamais dit, nous, on veut faire notre monnaie. Ils attendent. Les autres vont commettre l'erreur de les expulser de leur monnaie en créant leur écho. Là, alléluia. L'AES va s'organiser et vous allez voir. Je vous ai dit que quelqu'un a payé plus de 4 milliards de dollars de dette. Il a fait comment? Mais l'AES va se mettre debout. Les gens, les puissances étrangères vont continuer à venir exploiter tous les moutons de la CEDEAO et les gens de l'AES garderont leur richesse et ils vont se développer. J'ai dit ici plusieurs fois que dans 10, dans 15, dans 20 ans, nos enfants, au lieu de se faire manger par des requins dans la Méditerranée, iront chercher du travail dans l'AES. C'est simple comme bonjour. Il suffit qu'on les laisse s'organiser. Monsieur l'ambassadeur, l'AES rassure, malgré le retrait de la CEDEAO, les ressortissants des pays de l'espace sont libres de circuler dans leur État. L'AES, on sait que les 3 pays quittent la CEDEAO, mais restent quand même tous ensemble au niveau de l'UNOA ou encore de l'Union africaine. Est-ce qu'il y aura de la réciprocité dans les traitements? Madame, les gens ne commandent pas la réciprocité. Et il faut que les charlatans maison cessent de nous faire croire que c'est la CEDEAO qui a amené la libre circulation des populations. On pourra quand même tout de même pas nier les impacts sur l'économie nationale. Madame, avant la CEDEAO, les gens circulaient. Aujourd'hui, on fait croire que c'est la CEDEAO qui a amené cette libre circulation et que si quelqu'un quitte la CEDEAO, il n'y aura pas la libre circulation. Mais pourquoi ils ont dit ça? En annonçant cette liberté de circulation, ils n'ont fait que revenir à la situation qui prévalait avant la CEDEAO. Moi, depuis mon enfance, j'ai eu affaire à des Nigériens, à des Nagos, à des Ibo qui venaient, partaient, sortaient comme ils veulent. La CEDEAO n'a pas inventé la libre circulation. Au contraire, on a toujours dénoncé ça, madame. Avez-vous déjà passé la frontière ici ou là-bas? Pour le Ghana. Pour le Ghana. On passe à Paraflaou. Avez-vous passé? Non, mais donc, ça n'a rien, la CEDEAO n'a rien amené. Absolument rien. Elle n'a rien amélioré. Si elle s'était mise à améliorer la situation des populations, on n'en serait pas là où on est. Tu as d'ailleurs vu la dernière réunion de la CEDEAO. Mais c'est une honte, c'est un scandale. Une réunion de la CEDEAO, tu regardes, il y a plus de blancs, d'asiatiques que de noirs. Ça veut dire quoi? Des partenaires pour les pays, les uns et les autres. Attends. C'est pour trancher un pays et un problème aussi sérieux que le retour de l'AES. Dis-moi, qu'est-ce que tous ces blancs viennent chercher? En réalité, les blancs, ils sont là
pour les cornaquer. C'est eux qui soufflent ce qu'il faut dire. Mais est-ce que c'est normal? Quand les Européens font leur réunion, combien de Noirs on voit là-bas? Mais qui sait de nous unir? Nous n'y étions pas. Tout de même, je vous passe la parole. Non, je crois qu'on peut bien sûr avoir l'attitude de son Excellence le Kegewé et détester l'attitude de certains dirigeants africains, mais il faut quand même entendre une chose également, c'est que la CEDEAO aujourd'hui est un plus plutôt qu'un moins au sein des pays de son espace. Après 50 ans d'existence. Oui, moi je pense que c'est en un 2025. plus. Si on prend sur le plan économique et monétaire, la Chine, qui est aujourd'hui pratiquement la première puissance mondiale, a des réserves au niveau de la Banque fédérale américaine très importantes. Ça ne fait pas de la Chine un caniche des États-Unis. De notre côté, il faut aussi voir que nous sommes en train de construire un panafricanisme qui devrait se faire dans la réalité au niveau de chaque pays. Le Mali, qui fait partie de l'AES, a par exemple prévu dans sa constitution que si dans les textes réglementaires, il y a une mesure dans la constitution malienne qui est en conflit avec une mesure de l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui prend le dessus. Ça, c'est une attitude positive par rapport à l'intégration. Et je crois que c'est au niveau de chaque pays que ça se fait. On ne devrait même plus reparler aujourd'hui de l'intégration. On ne devrait pas reparler de libre circulation parce que moi, Camerounais, quand je prends la route pour aller au Bénin, par exemple, j'ai pas besoin de visa. Quand je vais au Rwanda, mais est-ce que vous pensez que le retrait de ces trois pays de la CEDEAO pourrait entraîner une réorganisation des alliances au sein même de l'espace? Moi, je crois que la CEDEAO doit se remettre en question. Si on est passé de la Société des Nations à l'ONU que nous avons aujourd'hui, c'est bien parce que l'appareil avait des limites. On n'a pas dit qu'on va plus avoir d'espace de dialogue international. On a changé la nature, on a même changé le siège. La Société des Nations était en Suisse, elle est partie aux États-Unis pour devenir l'ONU. Donc je pense qu'au niveau de la CEDEAO également, ce type de réflexion peut être en route. L'Union africaine, les pays africains aujourd'hui veulent des sièges des sièges permanents au Conseil de sécurité. Ils veulent des places dans quelle dynamique la question reste posée? Ils veulent également des places au niveau du FMI, de la Banque mondiale, de toutes ces organisations au sein desquelles on décide majoritairement par rapport à des situations africaines, mais dans lesquelles... 3 pays en moins, c'est une grande force qui diminue. C'est une faiblesse. Mais je voudrais juste terminer là-dessus en disant, si l'Afrique aujourd'hui veut parler d'une seule voix, il ne serait pas bon qu'elle commence déjà à s'atomiser en son sein. Il faut plutôt qu'elle se renforce et que ces demandes qui sont légitimes soient entendues par ses partenaires, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des partenaires multilatéraux ou des partenaires bilatéraux. Et pour ça, il n'y a que l'union qui fera notre force. Il a dit que la CEDEAO quand même est un plus plutôt qu'un moins. Si après 50 ans d'existence, la CEDEAO mobilise des troupes pour aller combattre, tuer les populations de ces pays membres, vous n'allez pas me dire que c'est un plus. On est tombé dans moins que moins. Donc, maintenant, vous dites qu'ils veulent des sièges à gauche, à droite. Mais vous ne pouvez pas aller là-bas, on va vous respecter comme des membres tant que vous êtes des mendiants. Il faut renforcer nos économies. Et c'est avec nos économies renforcées, vous dites que la Chine a des choses aux États-Unis. Mais la Chine les dépose volontairement. Il n'y a pas des accords coloniaux qui obligent la Chine à aller mettre ses réserves aux États-Unis quand même. C'est la Chine dépose, c'est des réserves. Ça dit que bon, j'ai beaucoup de liquidités. Si je laisse tout dans une banque en Chine, on ne sait jamais. Il peut y avoir un incendie. C'est une façon terre à terre d'exprimer ça. Maintenant, bon, je vais cacher une partie aux États-Unis. Les Russes ont fait la même chose. Ils ont mis l'argent dans les banques occidentales. Résultat, on est en train de leur voler ça. Donc, vous ne pouvez pas aller dans ces mares aux crocodiles si vous êtes un agneau innocent. Il faut que vous ayez le niveau. Et ce serait pire si vous êtes seul. Pardon? Ce serait pire si vous êtes seul. Oui, il faut aller ensemble. Oui. Mais tu ne vas pas aller ensemble combattre des gens alors que c'est eux qui disent à la CEDEAO comment on mange, comment on boit, comment on respire. Mais là, vous parlez de certains dirigeants de la CEDEAO. Certains dirigeants, mais c'est eux qui ont le... Attends. C'est eux qui dominent malheureusement dans la CEDEAO. Les dirigeants, ils réfléchissent jusqu'au boutiste et guerriers. Et malheureusement, c'est eux qui dominent la CEDEAO. Mais ceux qui disent
allons doucement, on ne les écoute pas. Le Togo était presque seul dans ce dossier à soutenir la politique d'un dialogue continu avec Il les était pays seul. de l'AES. Il a été seul. Mais aujourd'hui, avec le changement au Sénégal, qui était presque aligné sur les positions de la Côte d'Ivoire, on a un deuxième allié qui vient, je ne compte pas le Cap-Vert, mais on a un deuxième allié avec le Sénégal qui est en train de montrer que c'est... Sans oublier qu'il y a le Ghana qui y a vraiment un nouveau président dont on ne connaît pas encore la position. On apprendra à connaître sa politique. Mais je veux dire que il faut faire confiance au temps des États. Le temps des États n'est pas le temps des hommes, encore moins le temps des dirigeants des pays. Donc, à un certain moment, on peut avoir l'impression qu'on est allé jusqu'à un point de non-retour, mais avec une situation politique qui change, les horizons également Justement, d'où ma question adressée à vous, Oui. Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la position irréversible de l'AES quant à leur départ empêche les trois pays de continuer à l'avenir à collaborer avec l'organisation, ou c'est un point final sur tous les dossiers? Attends, est-ce qu'ils ont refusé une quelconque collaboration? Je dis, on ne déplace pas un pays. Tu ne peux pas couper le Burkina, le sortir, aller déposer quelque part. Ils savent qu'ils ont des frontières. Ils ne peuvent pas ne pas collaborer. Et c'est dans l'intérêt des deux camps. Est-ce que tu vois? Maintenant, je voulais juste faire une remarque. Quand tu fais le parallèle, ou plus bien, tu dis que le Togo, il y a le Sénégal qui vient de s'ajouter. Le Sénégal, excuse-moi, n'a pas la position du Togo. Mais Le Togo ne sait pas faire le porte-voix de quelqu'un. Le Togo négocie. Je ne suis pas autorisé, c'est-à-dire que je ne suis pas le chef de la diplomatie du Togo pour le dire, mais le Togo est, disons, dans le rôle de quelqu'un qui est neutre, qui ne veut pas enfoncer l'un pour l'autre. Mais le Sénégal, on connaît sa position. C'est d'enfoncer l'AES. Toi, tu viens d'arriver dans une maison. Tu es nouveau. On t'a embastillé là-bas, la CEDEAO applaudissait. Tu réussis à sortir, et les pays qui se libèrent de la CEDEAO, c'est toi maintenant qu'on envoie les attraper un à un pour les mener dans l'enclos esclavagiste. C'est pas normal. Le Togo n'a jamais eu pour objectif d'attraper quelqu'un pour le ramener dans l'enclos. Il leur dit, le Togo tient un discours, s'il en tient, et d'ailleurs, il ne parle pas. La position du Togo, c'est quoi? Calmons le jeu. Et voyons voir comment on peut régler le problème. C'est tout, c'est simple comme bonjour. Mais merci beaucoup. Il n'a pas pris position pour quelqu'un contre l'autre. Pour les faits, calmons le jeu. Je constate juste que pour le moment, il y avait un seul médiateur. On en a deux. Il y a désormais deux médiateurs qui ont été désignés pour assurer le maintien du dialogue avec les pays de l'AES. Ouais. Et c'est tant mieux. Donc, il n'y a plus une attitude ou une course. Le dialogue, la médiation continue son travail, mais pour l'heure, les États de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger qualifient d'irréversible leur décision de quitter la CEDEAO, et quant à elle, l'organisation décrète 6 mois pour justement voir les modalités de ce retrait, et c'est-à-dire qu'on s'achemine vers un divorce à l'amiable. Non, attends. La CEDEAO, sa spécialité, c'est toujours violer les règles qu'elle s'est données elle-même. Les sanctions, par exemple, c'est violer les règles. Il n'y a jamais nulle part écrit qu'il faut sanctionner un pays qui a fait coup d'État, d'autant plus que les fondateurs de la CEDEAO étaient tous des putschistes. C'est vrai. Voilà. Donc, on n'a jamais écrit ça, mais tout ce qui est interdit dans la CEDEAO, c'est ça que la CEDEAO fait. Et ce qui est permis, à savoir la solidarité entre les peuples, c'est contre ça qu'elle s'érige, juste parce que les gens reçoivent les ordres de l'extérieur. Maintenant, 6 mois pour partir, un divorce à l'amiable. Non, justement, j'allais en venir pour dire que... Ou pour rester. Merci beaucoup pour la précision. Les 6 mois supplémentaires ne sont pas prévus dans les têtes de la CEDEAO, ainsi ça existe, il faut qu'on me les montre. Donc, ils sont en train de violer leurs règles, les autres sont pressés de partir, ils veulent les retarder dans l'espoir qu'entre-temps, leurs soldats et leurs bases militaires partout vont déstabiliser ce pays, et ils iront en conquérant là-bas. Les 6 mois sont une perte de temps pour les pays de l'AES. La décision de 6 mois, une décision. Ils ont dit pas, Tiani a été clair. Il a dit c'est bien réfléchi, bien mûri. Est-ce que Tiani c'est un enfant? Je pense que les 6 mois, c'est une décision prise au dernier sommet à Abuja. Situation de crise, il faut des pistes de solutions. Mais la question, c'est de savoir, durant ces 6 mois qui débutent donc à compter de janvier 2025 jusqu'à juillet 2025, qu'est-ce qui va se passer? À quoi doit-on s'entendre?
Je ne peux pas le dire parce que je crois que beaucoup de choses se passeront derrière les rideaux et qu'il faudrait se trouver derrière les rideaux pour le savoir. Et le propre même d'une diplomatie, c'est de ne pas avoir des instruments qui font du bruit. Il faut avoir des instruments suffisamment discrets. Et là, je n'apprends rien à l'ambassadeur, il le sait mieux que moi. Il faut savoir ménager les susceptibilités et garder un certain devoir de réserve qui donne des chances d'aboutissement positif par rapport au dossier qui est en train d'être traité. Mais ce que je voudrais encore relever, c'est que aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il y a peut-être des problèmes idéologiques qui sont posés, mais il y a un vrai problème qu'il faudra résoudre. Il y en a même peut-être deux qu'il faudrait résoudre sérieusement parce qu'ils ont été les éléments détonateurs de cette crise. Le premier, c'est l'attitude par rapport au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie. Ça contient beaucoup de choses. Très peu sur la démocratie, beaucoup sur les droits économiques et politiques, et malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ces autres aspects-là. Et donc, j'aimerais qu'au sein de la CEDEAO, une vraie réflexion s'engage sur ces droits-là, sur ce que nous appelons aujourd'hui la souveraineté des différents pays, mais surtout que des réponses économiques soient apportées aux problèmes et que la solidarité dans la lutte contre les menaces. Malheureusement, on a épuisé le temps pour la première partie de cette émission. On va marquer donc la pause pour une nouvelle édition du journal et on se retrouve pour la deuxième partie dans laquelle vous pouvez justement participer en envoyant tout simplement vos messages au plus 228 80 96 08 43 43.